Je me tenais sur le perron, une clé rouillée mordant ma paume comme un secret que j'étais censé ignorer. Ce n'était pas seulement la clé de leur maison. C'était le poids de toutes les promesses tenues, de tous les mensonges ravalés. J'étais à 2 doigts d'entendre la vérité qui allait me bouleverser. Et j'étais encore assez naïve pour croire que l'amour m'attendait à l'intérieur. Pendant 12 ans, je n'avais jamais manqué un samedi soir. Maintenant, alors que je travaillais 80 jours par semaine au cabinet comptable, pas quand je toussais à cause d'une pneumonie, pas même quand ma voiture est tombée en panne et que j'ai pris un taxi pour traverser la ville avec un pot-au-feu encore chaud sur les genoux. J'étais Ethan, le fidèle, le fils qui se présentait, qui se souvenait des anniversaires, qui apportait le ragoût de bœuf préféré de ma mère, Ruth, épais aux carottes et au thym. Je m'arrêtais dans leur allée fissurée. La lumière du porche n'était qu'une faible tache sur le soir. Ruth m'accueillait avec une accolade, sa lotion à la camomille piquante dans l'air. Mon frère Caleb prenait toujours une place près du garage. Son pick-up s'étalait comme s'il était le maître des lieux. J'esquivais les mauvaises herbes, montais les marches et sentais le bourdonnement familier de la routine. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. L'air était saccadé, comme une lame cachée dans le brouillard. Les yeux de Ruth se sont détournés trop vite. La voix de mon père, Léonard, était trop aiguë. Caleb gardait la tête baissée, se grattant les ongles. Je me disais que ce n'était rien. J'étais doué pour ça. Ignorant les fissures, je posais le ragoût sur l'îlot de la cuisine. La marmite en céramique claquait contre le plan de travail ébréché. C'est là que je l'ai vu. Un poteau froissé coincé sous une tasse de thé. Mon nom était griffonné dans les gribouillis négligés de Caleb. Ethan, 1 180 000 $. Mon poteau s'est planté, mais je n'y ai pas touché. Pas encore. Ruth m'appela dans la salle à manger, sa voix fluette comme un fil tendu. À table, chérie. J'ai hoché la tête. Je me forçais à sourire. Mais ce message, c'était une écharpe dans mon esprit, acérée et impossible à ignorer. Le dîner était un cimetière de bruit. Le cliquetis des fourchettes ressemblait à des alarmes. Léonard marmonnait à propos du chien du voisin. Ruth faisait tournoyer sa cuillère et Caleb consultait son téléphone comme si c'était sa bouée de sauvetage. J'essayais de parler, mentionnant un nouveau client que j'avais décroché, mais leur réponse était creuse, comme des échos dans une pièce vide. Puis Ruth toussa. Trop délibéré. Ethan, le toit fuit terriblement. Il nous faut 12 000 $ pour le réparer. Ses yeux brillaient, mais il semblait mis en scène, comme si elle s'était entraînée devant un miroir. Léonard hocha la tête trop vite. Tu es un tueur au travail, fiston. Comptable principal. Pas vrai? Tu pourrais le faire. Je me figeai, ma fourchette pendant. Caleb leva les yeux, la mâchoire serrée. C'est juste la famille, Ethan. Tu sais comment c'est. Ma poitrine se serra comme si quelqu'un avait tiré un nœud en moi. J'ai marmonné une excuse, disant que j'avais besoin d'eau, et je me suis glissé dans la cuisine. Dans l'ombre, j'ai attrapé le post-it et l'ai déplié. Ce n'était pas juste un mot. C'était un registre. Mon nom, des chiffres, des dates. 35 000 $ pour la facture d'hôpital de papa, 20 000 $ pour le prêt de Caleb, 125 000 $ pour un investissement. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas de l'aide qu'il demandait. C'était un braquage. Mais ce n'était pas la moitié. Je me suis rassis, le visage masqué. Je vais me renseigner, ai-je dit d'une voix apaisée malgré la tempête dans mes côtes. Les larmes de Ruth coulaient à flot, mais elles semblaient froides et répétées au théâtre. Caleb divaguait sur sa nouvelle aventure, une affaire trouble qui nécessitait un capital de départ. Léonard m'a serré l'épaule, sa poigne trop forte. « Tu es notre ancre, Ethan ?» J'ai envie de renverser la table pour crier jusqu'à ce que le mur tremble. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, les pensées tourbillonnant. En rentrant chez moi, les lumières de la ville m'acculaient comme de la peinture fraîche. Je me suis garé sur un parking vide, le moteur ronronnant au ralenti. J'ai déplié le post-it, le relisant à la lueur du tableau de bord. Chaque dollar que j'avais donné, 135 000 $ pour l'hospitalisation de Léonard qui n'a jamais eu lieu, 20 000 $ pour l'urgence de Caleb, était comptabilisé comme une facture. Il me vidait de mon argent depuis des années, et j'ai appelé ça mon devoir. Mon téléphone a sonné. Un SMS de Caleb. « Ça va? C'est 112 $ KS urgent ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Le lendemain matin, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. J'étais assis à mon bureau, penché sur mes relevés bancaires. Mes doigts tremblaient en me connectant à des comptes que j'avais ignorés trop longtemps. 100 000 $ en 6 ans. Cadeau d'anniversaire, prêts urgents, réparation ponctuelle. Je pensais que je les maintenais. Mon appartement,
Mon seul refuge me semblait un piège. Chaque étagère, chaque chaise achetée avec l'argent que j'avais raflé pendant qu'il complotait. J'ai appelé ma patronne Vivant, une femme au regard tranchant comme une lame et au cœur qu'elle gardait secret. J'ai besoin de conseils, ai-je dit d'une voix brisée. Dans son bureau, j'ai tout raconté. Le post-it, les mensonges, la façon dont il m'avait découpé comme une écriture comptable. Vivien n'a pas sourcillé. Tu n'es pas seul, a-t-elle dit. Verrouille tes comptes. Appelle un avocat. Et Ethan, ne remets plus les pieds dans cette maison. Ces mots ont fait l'effet d'une pierre. Ne reviens pas. J'ai construit ma vie autour du retour. Portant du ragoût, portant la confiance. Et maintenant, cet après-midi-là, Caleb a appelé. J'ai répondu, ma voix glaciale, la clé dans ma poche aussi froide que la vérité. Ethan, il faut qu'on parle, a-t-il dit d'un ton aussi lisse que l'huile. Le cœur de papa fait des siennes. Il nous faut 30 000 $ pour une opération. J'ai éclaté de rire. Arrête, Caleb. J'ai vu le post-it. Silence. Alors quel post-it? Sa voix tremblait, le trahissant. Celui avec mon nom. 180 000 $. Tu vas me saigner à blanc pour couvrir ton arnaque. Il a bégayé. Tu t'es trompé. Non. Je l'ai coupé. Tu es en train d'esquiver les fédéraux. Détournement de fonds, Caleb. Tu pensais que je paierais pour tes crimes. La ligne s'est tue. Il a raccroché. Puis Ruth a crié fort et s'est entraînée. Ethan, comment as-tu pu croire qu'on allait te faire du mal? Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Puis le couteau est arrivé. Une mise en demeure s'est glissée sous ma porte. Il me poursuivait en justice, prétendant que mes dons étaient des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser, que je les avais abandonnés. Ma propre famille me traînait en justice pour entretenir l'arnaque. Je suis resté là, les papiers tremblants dans mes mains, et j'ai vu clair. Ils ne m'aimaient pas. Ils adoraient mon compte en banque. Je n'ai pas contesté le procès. Mon avocat l'a écrasé. Pas de contrat, pas de preuves, juste accepté de faire l'ours. J'ai emballé ma vie dans 2 sacs de sport et j'ai accepté l'offre de Vivant, une mutation au bureau d'Édimbourg de notre cabinet. Nouvelle ville, nouvelle vie, un océan loin de leur trahison. J'ai laissé la clé sur leur marche, enterrée sous un rocher. Pas de mots. Qu'ils devinent. Maintenant à Édimbourg, je marche le long de la 4e, l'eau scintillant comme des promesses non tenues. Je fais parfois des ragots rien que pour moi. Le parfum emplit mon cran plate. Non pas qu'il me manque, mais parce que je reprends ce qu'ils m'ont volé. Avant, je pensais que l'amour était un pot qu'on portait, un chèque qu'on signait, un oui qu'on donnait, quel qu'en soit le prix. Maintenant, je sais que l'amour ne cache pas de compte sous des tasses à thé. Il ne vous poursuit pas en justice quand vous cessez de payer. Si vous vous êtes déjà retrouvé sur le pas d'une porte avec quelque chose que vous pensiez être de l'amour, pour finalement entendre une vérité qui vous brise, quel est le mot que vous auriez aimé qu'ils disent? Je vous écoute. Merci d'avoir regardé par Beutray.